Donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un un auteur qui s'appelle Anthony de Jay-Z ou de Jazzy. Je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, mais d'après moi, ça doit être Anthony de Jazzy. Donc c'est un Hongrois d'origine qui est évidemment parti vivre aux États-Unis, même en Australie pendant un bout, mais il a fini, de mémoire, il a fini en Angleterre. C'est un philosophe étiqueté libertarien, quoique je dirais plus que c'est un quelqu'un qui est très critique de l'État, mais disons ça, un libertarien. C'est une étiquette aujourd'hui qui est utilisée à tort et à travers. Puis c'est un auteur intéressant parce que c'est quelqu'un qui essaie toujours de faire un peu des expériences de pensée. Donc, un peu ce que je vous avais dit dans le podcast sur le survivre à un souper de gauchistes. Donc, on essayait de s'imaginer qu'on est autour d'une table, là, il y en a un qui arrive, puis au bout de 5 minutes, ça finit toujours par virer. Ouais, comment ça se fait que le gouvernement ne s'occupe pas de ça? Il devrait faire une loi là-dessus. Ou le fameux devrait avoir un permis pour avoir des enfants. Les gens, ils se rendent pas compte des fois des absurdités qu'ils disent, puis surtout de la gravité des. C'est comme on dit, la fameuse maxime, faites attention à ce que vous demandez parce que vous pourriez l'obtenir. T'sais. Donc, dans son expérience de pensée, dans ce texte-là, qui s'appelle Nationalisme et rationalité, c'est un texte qui date d'une vingtaine d'années à peu près. Ça a été publié en 1998 dans le journal The Independent Review. C'était le premier volume de l'année. Dans ce texte-là, je vais y venir plus en détail là, après avoir présenté brièvement l'auteur, mais il fait l'expérience de pensée suivante, c'est qu'il se dit, imaginons que la position nationaliste, ou le nationalisme, là, pour le dire brièvement, est quelque chose qui serait rationnel et bon. Puis il essaie de voir après ça pourquoi ça l'est ou pourquoi ça ne l'est pas. Et là, ben, il arrive à sa conclusion. Vous vous doutez un peu où ça s'en va, étant donné que je vous ai dit que c'est un philosophe libertarien. Donc, Anthony de Jay-Z, ou de Jay-Z, je pense que c'est Jazzy, en fait, que ça se prononce techniquement, est né le 15 octobre 1925 à Haba, donc en Hongrie, et il est mort le 23 janvier 2019, donc tout récemment. Il était comme vous le constatez, il était très vieux, dans les 90 ans passés. C'est un écrivain, un philosophe, un économiste hongrois qui est, comme je l'ai dit, connu pour ses écrits anti-étatiques ou disons très critiques à l'égard du gouvernement. Donc, il va étudier une partie de sa vie à Budapest. Il va obtenir une licence en agriculture. Donc, c'est quelqu'un qui va donner un peu partout. Là. À un moment donné aussi, il travaille comme journaliste dans les fins des années 40. Il va aussi essayer il va être à un moment donné amené à fuir le pays à cause de son travail de journaliste un peu activiste, là, je dirais. Il va aller pendant 2 ans en Autriche. Il va finalement immigrer en Australie dans les années 50 et il va se rendre finalement à Oxford en 1955 où il va travailler au Nuffield College. Il va rester là jusqu'à dans les années 60. C'est là qu'il va publier des articles dans un journal économique qui s'appelle Journal of Political Economy. Ils vont même faire un bout de sa vie à Paris. Donc en 1962, il se ramasse à Paris. Il va travailler dans la finance en tant qu'économiste de formation. Il était à l'aise de travailler là-dedans. Puis il va travailler aussi à son propre compte jusqu'à la fin de sa carrière, qui est en, je pense, 1979. Et il va passer le restant de sa vie en France, là, dans la région de la Normandie, qu'on appelle maintenant, je pense, le nord de France, ou conneries comme ça. Là, ils ont rebaptisé les régions. Là, c'est plus la Picardie, la Normandie, c'est genre nord de France, puis Haute-France, puis en tout cas, des trucs comme ça que je trouve ça personnellement assez bizarre, mais bref, c'est le choix qui a été fait à l'époque. Donc, si on se rapporte au texte un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Il dit, puis là, il faut se remettre dans l'époque où lui, il parle. Il dit, la plupart des gens qui sont à gauche, parce qu'il faut s'enlever un peu l'idée le paradigme québécois là-dedans. Là. C'est-à-dire, c'est quoi le paradigme québécois? C'est qu'au Québec, le nationalisme a été confisqué par je dirais le centre-gauche ou les sociaux-démocrates. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en règle générale, les gens qui sont à droite sont plus, je dirais justement, libertariens, donc plus
plus souples sur les positions, je dirais, au niveau du libre-échange, ce genre de choses-là. Et les gens qui sont de gauche sont généralement très nationalistes, très pour le protectionnisme, la fermeture des frontières, ce genre de choses-là. Ce qui est une réalité qu'on n'a pas vraiment ailleurs. Donc ailleurs dans le monde, en général, les positions nationalistes sont défendues plus par les partis de droite. Donc, ça ne vous a pas échappé qu'en Angleterre, par exemple, le Brexit de la Grande-Bretagne, ben, c'est venu des conservateurs, et en tout cas de l'aile droite du Parlement et non pas de l'aile gauche. Même chose en France. Après, là, on pourrait débattre de est-ce que le Front National, c'est un parti de droite ou un parti de gauche ou un parti de centre. J'ai déjà parlé de ça dans un podcast passé. Là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Vous y référez, ceux qui s'intéressent. Mais la plupart des gens, selon lui, donc on sort du paradigme québécois, on y va dans le monde, il dit la plupart des gens qui sont de gauche ont tendance à considérer de manière très négative le nationalisme. Pourtant, à bien des égards, ils le sont, mais bref, ils ont tendance à voir de manière très négative le nationalisme et voient que les sentiments qui sont reliés à ça sont, selon eux, mauvais. Mais il dit, laissons de côté l'idée des sentiments, là, les passions au sens de David Hume, ce genre de choses-là. Il dit, c'est pas vraiment de ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en tant que philosophe, en tant qu'économiste, c'est de voir est-ce que le nationalisme a une quelconque utilité, je dirais, morale ou pragmatique. Donc, est-ce que c'est bien ou c'est désirable le nationalisme ou est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais d'un point de vue logique, moral et, je dirais, pragmatique, là. Donc, il dit, si on l'analyse comme tel, le nationalisme, même si ça provient d'un sentiment qui est issu d'accidents historiques, là, si on peut dire, donc c'est pourquoi les gens sont nationalistes, c'est que historiquement, des petites communautés s'installent quelque part, d'autres communautés menacent l'intégrité de ces communautés-là, et puis finalement, il se développe un genre de nationalisme ou d'esprit chauvin là-dedans. Puis là, je le dis sans considération morale, là. Comprenez-moi bien là-dedans. Donc, lui, il dit, est-ce que, malgré le fait que ce soit un peu un aléa de l'histoire, le sentiment nationaliste, est-ce que est-ce que des gens qui ont proposé le choix entre disons, une position neutre et le nationalisme, est-ce qu'ils choisiraient, d'un point de vue rationnel, la position nationaliste? Donc, c'est un peu l'idée du texte. Ben, il dit, si c'est le cas, on devrait être capable de trouver une genre de théorie qui va expliquer pourquoi on faisait ça. Comme si, mettons, il dit, comme si c'était une réponse appropriée, voire la meilleure réponse disponible que pourraient faire des individus cherchant à maximiser leur utilité. Donc, il voit ça vraiment en termes de ratio, je dirais, coût-bénéfice. Pourquoi ce serait utile pour quelqu'un de choisir le nationalisme ou pourquoi ce ne le serait pas? Donc, dans le fond, d'un point de vue des intérêts, de l'intérêt même individuel. Donc, est-ce que moi, en tant qu'individu, j'ai intérêt à adopter une position nationaliste ou est-ce que ça va me nuire d'avoir cette position-là? Autrement dit, est-ce que les intérêts du collectif, appelons ça comme ça, vont nuire à mes intérêts personnels ou est-ce que mes intérêts personnels vont être servis par la défense des intérêts collectifs? C'est un peu ça, là, au bout du compte, là, l'idée derrière ce texte-là. Donc, il dit, j'entreprendrai une expérience de pensée élémentaire. Je chercherai une théorie plausible qui, exprimée en termes de coûts et de bénéfices, donc ce que je viens de vous dire, conçu au sens large, pourrait fournir des éléments pour répondre à la question, le national est-il rationnel? Donc, est-ce que c'est rationnel de faire ce choix-là? Et là, il dit, c'est un peu le début du texte, il dit, il faut voir ça sous l'angle de la maximisation des intérêts. Il dit, il faut qu'il existe des situations au niveau des êtres, de l'interaction entre les êtres humains. Là, il appelle ça des jeux. Là. Ça a un peu rapport avec ceux qui ont vu le film A Beautiful Mind ou Un homme d'exception en français. Ça a un rapport avec la théorie des jeux de John Nash. Peut-être que je ferai un podcast un jour pour expliquer ce que c'est. Mais grosso modo, c'est l'idée de voir les interactions entre les individus comme un jeu. Et dans un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant ou des perdants ou des gagnants dans certains cas. Donc, il dit, dans ce jeu-là des interactions humaines, il faudrait voir lequel des propositions est la meilleure pour répondre ou maximiser l'utilité d'une action au niveau du groupe. Puis là, il dit, on pourrait dire que c'est impossible à atteindre pour tout individu solitaire
les mêmes, comment je pourrais dire ça, c'est impossible à atteindre le même résultat en tant qu'individu solitaire que si on était au sein d'une collectivité. Puis là, ben, il va dire, donc on pourrait dire ça, ben, il dit cet avantage-là, s'il y en a un, il va dépendre de deux variables. La première variable, c'est la taille du groupe, dans le fond, la dite collectivité dont on vient de parler. C'est quoi sa taille et c'est quoi sa composition? Et c'est qui fait partie du groupe, qui n'en fait pas partie? Plus le groupe, là c'est intéressant ce qu'il dit, il dit plus le groupe est grand, plus il est fort, mais peut-être aussi moins soudé. Donc ça paraît évident, je veux dire à l'intérieur, mettons, de votre famille. Là. Vous, votre blonde ou vous, votre chum, avec vos enfants ou votre famille. Donc évidemment que ensemble, vous allez être très soudés. Si je commence à rajouter à ça vos cousins, votre grand-mère, le beau-frère, le voisin, ben là, ouais, c'est peut-être soudé, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Mais imaginez qu'on étire ça jusqu'au niveau d'un pays ou d'une nation. Donc évidemment que ça commence à être de moins en moins cohérent sur le plan de la composition. Donc c'est ça, plus le groupe est grand, plus il est fort, dans le sens plus il est capable d'entreprendre des actions puissantes parce que ensemble, tu peux monopoliser plus de moyens, etc. Mais plus moins il est soudé. Ça veut dire, ben, plus il est grand aussi, plus petit est le monde extérieur que le groupe peut exploiter à son propre avantage. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant que plusieurs gens ignorent. Si on se rapporte, je reviens à l'exemple du Québec. Bon, ben, le Québec est un petit État dans le monde francophone. Plus vous êtes un petit État qui se tenait ensemble, plus vous avez de gens que vous pouvez, d'une certaine manière, fourrer en commerçant avec eux autres. Ou en tout cas tirer avantage de votre position. Par contre, plus votre État est grand, pensons aux États-Unis, pensons à l'Union européenne, bien là, les gens que vous pouvez exploiter à votre propre bénéfice, il y en a de moins en moins. Parce que vous êtes obligé, à un moment donné, ben, si vous êtes un New-Yorkais ou, je sais pas moi, un Texan, vous êtes obligé de prendre en considération donc, que le gars de l'Iowa ou la fille du Missouri appartient au même pays que vous. Donc, c'est pas vraiment dans votre intérêt de la fourrer. Donc, plus la taille est grand, plus l'ascendant que vous avez sur le monde extérieur se rapetisse. Donc, finalement, c'est un peu l'idée que s'il y avait un genre de gouvernement mondial, là, comme certains délirants se l'imaginent ou s'imaginent que ça va arriver, on se dit, mais finalement, OK, s'il y avait ça, fine, mais ce gouvernement-là, finalement, il resterait qui à exploiter via des lois, puis via des traités, puis finalement, tout le monde serait dans le même bateau. Donc, ça serait un peu dur de tirer son épingle du jeu. Puis il dit, ben, l'autre variable là-dedans, en dehors de la taille du groupe et de sa composition, c'est le caractère approprié de la décision de groupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est, autrement dit, comment est-ce qu'on décide ce que le groupe va faire. Donc, dans le fond, qui compose le groupe, quelle grosseur a ce groupe-là, puis qui décide qu'est-ce qu'a fait le groupe. Autrement dit, est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est un référendum ou est-ce que c'est un tyran qui décide à la place du groupe? Mais ça va influencer votre réflexion sur, ben là, est-ce que de défendre une position nationaliste, c'est logique ou pas? Parce que si le nationalisme, ça consiste à avoir une espèce de despote qui est là et qui décide de tout à ma place, ben moi, je pense pas que ça dessert mes intérêts individuels, ni même les intérêts de ma famille ou de mes amis. Donc, ça paraît assez simple là, quand même, là, à brûle pour point de même. Donc, il va dire, il y a 4 formes d'interaction possibles là, dans le monde où on a à choisir est-ce qu'on est nationaliste ou est-ce qu'on ne l'est pas. D'un point de vue rationnel, hein, pas d'un point de vue émotif ou d'un point de vue de mes parents étaient comme ça, donc je vais l'être aussi. Il va dire, il y a l'interaction comme idéale. Bon, ça, c'est la coopération pure. Donc, les gens s'aident et vous les aidez en l'espoir de rien. C'est par altruisme. Ben là, il dit ça existe, mais dans un monde idéal ou peut-être avec votre meilleur ami ou je sais pas quoi. Il dit ce sera un monde où toutes les deux personnes à l'intérieur d'une interaction vont profiter du résultat. Vous essayez pas de faire mieux en marchandant ou en harcelant ou peu importe, et vous essayez d'obtenir un peu plus en échange d'un peu moins. Ça, c'est le monde idéal. Après ça, on pourrait dire qu'il existe le modèle de la compétition parfaite. Il appelle ça comme ça. Il dit, ça, c'est... là, on commence à diviser les tâches, on commence à diviser le travail, et les deux sont gagnants,
mais peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus gagnant que l'autre, ou l'autre gagne moins un peu. Et par hypothèse, c'est un peu une espèce de... Tu sais, c'est un peu aléatoire. Là. De temps en temps, c'est moi qui va gagner, de temps en temps, c'est l'autre. Bon, ben ça, c'est le monde réel de la compétition. Mais il va dire, ben, dans ces deux types d'interactions-là, il n'y a pas de conflit. Le comportement des individus sont juste faits pour maximiser leur utilité. Et il dit, si on vivait toujours dans un monde comme ça, où soit quand tout le monde fait juste des choses en fonction par altruisme, par but pour aider les autres, ou simplement par compétition saine, ils disent, on pourrait se voir comme... Ça pourrait être rationnel de choisir l'option collectiviste, de choisir l'option nationaliste, de tout le monde ensemble, on est plus fort que tout seul. Il dit, il y a juste un problème là-dedans, c'est que il y a les échanges là-dedans ou les interactions entre les humains qui ne fonctionnent pas du tout selon ce principe-là. Il dit, il y a d'autres cas où les interactions sont faites par la force, par l'intimidation, par la fraude, où il n'y a pas de compétition parfaite. Les termes sont négociés. Ben là, c'est une entente, on a négocié, puis là, ça va être comme ça parce que lui a signé là, puis l'autre, il n'a pas dit ça, puis l'autre, il n'a pas fait ça. Il va dire, ben dans le fond, ça, c'est le contraire des deux autres types d'interactions dont on a vu. La stratégie influence le gain. Et là, dans ce cas de figure-là, il dit, ben c'est pas invraisemblable de penser que vous pourriez, en tant qu'individu, vous soumettre à une espèce de choix collectif et trouver votre bien là-dedans. Mais c'est vraiment pas assuré que ce soit le cas. Parce qu'il dit, les individus adoptant dans ces jeux une ligne d'action collective unifiée font mieux que si chacun choisirait sa propre stratégie. Ou en tout cas, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Mais il dit, en réalité, je ne suis pas tellement sûr que ce soit vrai. Et là, il s'interroge un peu plus après ça sur, finalement, le coût que ça coûte d'avoir une perspective collectiviste. Donc, autrement dit, pour qu'il y ait un gain là-dedans, là, pour que ce soit payant pour vous de toujours viser le collectif. Alors moi, ce que je pense, c'est la société avant tout. Mes droits personnels, c'est pas important. Puis moi, je pense à la société avant tout. Ben, il dit, pour ça, il faut définir c'est quoi la collectivité, c'est quoi le groupe, qui est là-dedans, qui on rentre là-dedans, qui on rentre pas là-dedans. Là, ça paraît théorique ce que je vous raconte là, mais c'est vrai. Là. C'est, par exemple, au Québec, est-ce que les anglophones du Québec font partie de la collectivité ou pas? Ça dépend. Là. Il y en a qui vont vous dire que oui, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. Là. Est-ce que les Autochtones font partie de la collectivité québécoise? Encore là, il y en a qui ne sont pas sûrs. Donc, tout ça paraît des fois très théorique là, quand je parle, mais pensez à des exemples concrets, puis vous allez voir que finalement, ça paraît quand même évident. Puis il va dire, ben justement, le problème qu'on a, c'est que la forme la plus prépondérante de collectif qui existe dans l'histoire humaine, c'est la communauté linguistique. C'est-à-dire des gens se mettent ensemble parce qu'ils parlent une certaine langue. Bon, ben, si vous allez en Europe, c'est beaucoup ça. Là. Donc, pourquoi l'Italie n'est pas la France, pourquoi l'Allemagne n'est pas l'Italie, pourquoi un tel n'est pas un tel, puis la Grèce n'est pas l'Italie, puis l'Italie n'est pas la Grèce, ben c'est parce qu'ils ont des langues différentes. Grosso modo, il y a toutes sortes d'autres aspects, là, l'histoire, les guerres qu'il y a eu, etc. Mais en général, ce qui tient une communauté le plus, c'est la communauté linguistique. Donc, c'est le fait de parler une langue commune. Il dit là-dedans, justement, jusqu'à relativement récemment, le concept même de nation signifiait communauté linguistique. Donc, c'est comme ça qu'on le comprenait. Mais il dit, en dehors de la langue, le groupe ou la collectivité se démarque comment? Ben, elle peut se démarquer par des conventions, par des coutumes, par des légendes partagées par la population, par une loyauté envers un territoire ou envers certaines lois, ou peu importe, ou envers je sais pas moi, l'importance accordée à la composition ethnique, ou peu importe. Il va dire, ben, toutes ces caractéristiques-là de démarcation sont coûteuses quand il s'agit de les mettre en œuvre, de vivre avec et de les maintenir. Le coût est probablement d'autant plus élevé que le degré de cohésion requis est élevé. En règle générale, il y a un coût associé à rechercher la conformité et à éliminer l'avantage de la diversité à l'intérieur d'un groupe, tout comme à rechercher la diversité entre les groupes qui se dirigeraient sinon vers une conformité commune. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est super intéressant. Il dit... Autrement dit,
maintenir artificiellement le sentiment de nationalisme ou la volonté d'agir alentour de la collectivité, ça demande un effort constant de l'État ou de la société, peu importe qui paye là-dedans. Ça demande énormément d'argent et de ressources pour essayer d'entretenir l'espèce de truc collectif. Donc finalement, il faut toujours rappeler les origines, il faut développer une culture, il faut développer des mythes communs, il faut mettre des fêtes en commun, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que dans un monde où on se préoccupe pas trop de ça, lui, il fête Noël, c'est son problème, l'autre, il fête telle affaire, c'est son problème aussi. Chacun fait un peu comme il veut, avec selon son libre arbitre puis sa conscience. Mais dans ce monde-là, où la collectivité embrasse le nationalisme, ou disons les choix qui sont faits embrassent la perspective nationaliste, il faut toujours dépenser de l'argent pour essayer de mettre en œuvre ou de faire vivre dans le temps ces démarcations-là. Puis il dit, ça, c'est un processus coûteux à laquelle peu de personnes réfléchissent. Mais pourtant, je veux dire, ça coûte quelque chose. Organiser, je sais pas moi, les fêtes, la fête de la Saint-Jean, organiser le carnaval, organiser telle affaire. Ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour essayer de préserver une espèce de spécificité culturelle qui peut se rapporter à la langue ou la religion ou peu importe. Non, mais il dit ça, il y a un coût à ça, il y a un coût social à ça. Donc, votre intérêt individuel, est-ce que c'est d'aller vers cette perspective-là ou c'est plutôt de s'y opposer? Donc, c'est toute l'idée derrière ce texte-là. Autrement dit, dans toute cette histoire-là, tant que ça coûte moins cher de fonctionner sous le mode collectif que le coût pour maintenir une certaine cohésion dans la société, ça peut être rationnel de justifier l'action collective. Donc, dans le fond, c'est comme si c'était de l'argent. Il dit c'est le cours de l'action qui garantit le plus grand avantage total possible. Et donc aussi le plus grand avantage pour chacun des membres du groupe. Donc, il dit, dans cette idée-là, ce qui est collectivement rationnel peut être individuellement irrationnel. Donc, c'est-à-dire à l'échelle collective, ça paraît d'avoir un sens de faire telle affaire. Mais là, vous vous dites, ouais, c'est parce que moi, individuellement, là, ça n'a pas de crise de sens, là, ce que vous me demandez là. Mais on le voit, là, dans les exemples de l'actualité nous le prouvent, là, que je veux dire, c'est totalement... c'est totalement ça, là. Il est totalement juste avec ce propos-là. Donc, il dit l'hostilité et la suspicion vis-à-vis des étrangers et des coutumes étrangères, comme l'amour de sa propre race, fonctionnent comme s'il s'agissait de moyens délibérément choisis pour surmonter le dilemme qui veut que ce qui est collectivement rationnel est individuellement irrationnel. Donc, le choix de société nationaliste ou le choix de société collectiviste, de toujours y aller avec la communauté avant les gens, avant le monde finalement, c'est une manière de dépasser cette espèce ou de faire avaler à l'individu cette espèce de constat-là. Ouais, mais pourquoi moi, on m'enfermerait quelque part dans un hôtel? J'ai même pas le virus, j'ai fait le test, je l'ai pas. Ah oui, mais là, vous savez, au niveau de la santé publique, c'est important, puis blablabla, puis blablabla. Donc, ce qui est individuellement irrationnel devient collectivement rationnel dans ce processus-là. Et ça, quand vous en devenez conscient, vous dites, ouais, mais c'est parce que moi, je suis un petit peu brimé là-dedans. Là. Et c'est là qu'il dit ce serait une erreur de conclure que le nationalisme, qui peut être déplaisant à cet égard-là, que nous voyons autour de nous, dit-il, qui est bien plus vigoureux que la haine ou la solidarité de classe, est dû à la capacité du nationalisme à résoudre un dilemme social fondamental. Néanmoins, il semble que si le nationalisme n'existait pas, l'État-nation l'inventerait. Donc, ce qu'il veut dire là-dedans, c'est que si les gens n'étaient pas nationalistes ou s'il n'y avait pas de gens nationalistes, il y a des gens au gouvernement qui s'arrangeraient pour que vous le soyez. Pourquoi? Parce que le nationalisme sert de caution à l'État pour justifier à peu près tout et n'importe quoi. Eux autres, on leur brime leurs droits et libertés, c'est pas grave, c'est au nom du bien commun. Puis les nationalistes, eux autres, ils regardent ça, puis sont bien contents. Ben oui, mais c'est pour le bien de tout le monde, c'est correct. C'est quoi votre problème, vous autres? Donc, il dit là-dedans, ce qui est invoqué un peu dans cette perspective-là nationaliste, c'est la théorie du choix public. Donc ça, c'est quoi? C'est grosso modo, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est l'idée que le bien commun justifie tout. Toutes les pires cochonneries sont amenées au nom du bien commun ou de l'intérêt national. Donc, la théorie du choix public là-dedans
je le cite dans le texte, a établi au-delà de tout doute raisonnable que de telles mesures sont non seulement des gaspillages en termes de richesses perdues, mais de manière plus importante qu'elles ne sont pas des erreurs accidentelles. Au contraire, elles sont les corollaires inévitables de l'usage maximal, individuellement rationnel de la politique, où politique veut simplement dire recours à un mécanisme de choix social obligatoire. Et là, le mot obligatoire est très important là-dedans. Donc, autrement dit, là, les choix de la société qui sont faits, même si au nom de l'individu, ça paraît d'avoir aucun sens, ben ça devient quelque chose d'obligatoire au plan de la société. Et il dit, ben le résultat, c'est que ça définit le choix du collectivisme comme étant irrationnel. Il dit l'autre aspect là-dedans qui ne fonctionne pas du tout, c'est que, bon ben là, le collectif, lui, il a une genre d'identité. Pour qu'on définisse c'est qui le collectif, c'est qu'il faut lui donner une identité. C'est la fameuse histoire dans les pays occidentaux, la crise de l'identité. Est-ce que l'identité québécoise, c'est la langue française? Est-ce que c'est l'origine catholique? Est-ce que c'est l'égalité homme-femme? C'est tout ce genre de patentes-là, des débats qu'on a depuis... on a l'impression qu'on entend parler de ça depuis Ponce Pilate, là. Donc, c'est toujours quelque part dans l'actualité. Mais lui, il dit, c'est quoi le problème avec ça? C'est que le problème, c'est comment vous faites pour déterminer l'identité. Il dit, à chaque fois que le groupe organisé sous une autorité politique souveraine unique est hétérogène sur une question majeure, de telle sorte que les intérêts et les préférences de ces sous-groupes diffèrent, un conflit surgit, que les gouvernements peuvent ou non résoudre par le processus politique ordinaire de choix public. Je ne suis pas en train de suggérer que le processus démocratique génère généralement de bonnes solutions et que le processus autocratique en génère de mauvaises. Donc, il dit, il y a 4 problèmes là-dedans. 3, 4, là, je les nommerai pas toutes parce qu'il énumère plein de problèmes là-dedans, là, mais mettons qu'on prend les 3 premiers. Il y a un problème avec l'histoire de l'identité là-dedans. Le problème, c'est quoi? C'est que le caractère qui relie une personne à un autre groupe de personnes, comme détenteur d'un droit ou, disons, appartenant à cette communauté-là, donc, par exemple, le groupe ethnique, l'identité ou peu importe, il dit ce lien signifie que l'identité qui exerce le droit de sécession peut difficilement être une personne unique. Donc, autrement dit, c'est que comment vous faites pour définir l'identité d'un groupe? Parce que normalement, l'identité, ça appartient à un individu. Bon, ben lui, c'est Martin, lui, c'est Pierre, lui, c'est Paul, lui, elle, c'est Sarah, je sais pas. Donc, au niveau de l'identité d'un groupe, ben là, vous avez besoin de critères. Donc, est-ce que c'est l'identité ethnique? Est-ce que c'est l'identité linguistique, comme je l'ai dit? Donc, ça devient très complexe et très compliqué de faire ça. Puis il dit, mais mettons que vous prenez, ça c'est le deuxième point, mettons que vous prenez l'aspect ethnique. Mais il dit, ben là, vous allez avoir un autre problème parce que c'est assez rare qu'un groupe ethnique est homogène. Il dit, même dans les pays où il y a très peu d'immigration, c'est très rare. Donc même à l'intérieur d'un État, vous allez avoir des groupes ethniques différents qui sont assez nombreux ou qui peuvent être assez nombreux pour réclamer une division territoriale qui est rarement elle-même aussi homogène. Plus c'est drôle, il prend même dans son texte l'exemple du Québec. Il dit néanmoins, des minorités peuvent vivre en son sein. Ont-elles aussi droit à l'autodétermination? Il dit qui au Canada est l'identité qui détient le droit à l'autodétermination? Qui au Québec et qui dans une telle région, tel comté ou telle ville du Québec? La réponse désinvolte est la majorité. Bon, il dit c'est ça, les gens vont dire c'est la majorité. Puis lui, il va dire, ouais, mais pourquoi la majorité francophone du Québec aurait-elle le droit de retirer cette province du Canada si une majorité anglophone ou simplement anti-séparatiste de Montréal n'a pas le droit de retirer sa ville du Québec? Ça, c'est un point important, là. C'est-à-dire, mettons que vous êtes dans un coin, je sais pas, vous vous dites, OK, on fait la séparation du Québec, parfait, on y va. Puis après ça, on va dire, oui, mais après ça, qu'est-ce qui empêche, je sais pas, moi, telle communauté autochtone qui sont... je sais pas, dans le coin du lac Saint-Jean, eux autres, ils ont décidé à 92%, ils ont fait un référendum, ils disent, ben, leur territoire et leur appartient, ils sont souverains, puis crissez votre camp, vous n'êtes plus chez vous, on a décidé ça. Alors, nous autres, on est la majorité de notre groupe ethnique ou homogène. Puis là, il dit, ben, en plus, là-dedans, ce qui est le pire, c'est que c'est injuste que certains décident pour d'autres. Il dit que la décision soit d'aller de l'avant ou de rester dans l'État ou qu'il n'y ait pas de changement. Il dit l'absence d'unanimité est l'un des plus grands défauts potentiels de tout droit collectif.
et de toute obligation collective. Le défaut est particulièrement sérieux dans le cas d'un droit à l'autodétermination nationale. Autrement dit, pourquoi est-ce que, mais mettons que demain matin, je sais pas moi, il y a une sécession ou l'indépendance du Québec. Moi, mettons, je vote contre. Là. Ben, pourquoi est-ce que 51% des gens ont le droit de décider à ma place? Ça pose une question de moralité là-dedans. Là. Pourquoi est-ce que pour ce genre de choses-là, la démocratie fonctionne? Ou c'est une réflexion qu'on peut avoir d'un point de vue de la moralité. Donc, la conclusion là-dedans, c'est quoi? C'est que le nationalisme est un ensemble de croyances puis de normes, de comportements construits pour encourager la séparation et la survie des groupes. Donc, il dit, je ne veux pas parler là-dedans d'un calcul conscient, mais plutôt de cohérence avec ce que les individus pourraient avoir choisi. Donc, il dit, le nationalisme, c'est une aide puissante pour certains pour obtenir des avantages disponibles à un groupe, mais pas à l'action individuelle. Donc, il dit, de manière un peu perverse là-dedans, le mécanisme destiné à imposer la rationalité collective peut lui-même conduire à l'effet contraire. Autrement dit, l'État va supprimer le mécanisme par lequel les individus choisissent de faire partie du groupe ou pas. Non, on vous l'impose. Vous faites partie du groupe et vous n'êtes pas content, là, fermez votre gueule.